Bonjour, nous sommes le 19 décembre, il est 12h30. J'ai décidé de faire une balade, il fait beau. On ne restera pas en intérieur aujourd'hui, certainement pas une bonne idée. Et Goliath, très impatient de se promener. Vous le verrez un peu plus tard, il est là devant moi, il tire. Et c'est bien parce qu'on est en côte. Et j'ai choisi un endroit, figurez-vous, dont je n'ai absolument aucune idée. Je ne sais absolument pas où nous allons. Et je ne suis pas loin de chez moi, une dizaine de kilomètres. Ça s'appelle Siebenaller. Mais ce coin-ci particulièrement, cette route-ci, je n'ai jamais emprunté. Bon, on va voir ce que ça donne. Surprise, improvisation, c'est toujours mieux comme ça, je pense. Alors, figurez-vous que pour ce numéro hors série, spécial Noël, j'ai décidé de vous parler du sucre, ou des sucres, que j'appelle souvent sucre rapide. Alors, je dis rapide, c'est pas parce qu'ils courent vite, c'est parce que, visiblement, ils sont rapidement absorbés et ils créent un pic de glycémie au niveau sanguin qui lui-même entraîne une sécrétion d'insuline qui, elle, donc par le pancréas, les cellules bêta, et cette insuline, c'est d'ailleurs évidemment le but et c'est la manière dont l'organisme contrôle et empêche les excès de glucose qui sont très toxiques, qui sont potentiellement mortels si ça devait perdurer. Et donc cette insuline est très puissante et elle fait s'effondrer la glycémie, mais à un tel point qu'évidemment on touche le niveau bas qui déclenche de la faim, une envie de sucre et un sentiment de faiblesse, de fatigue qui fait que vous êtes attiré par le sucre. Donc vous voyez que c'est ça le problème, c'est pas seulement le pic de glucose, vous entendez Goliath, c'est pas seulement le pic de glucose. Alors bon, comme d'habitude, le Goliath m'entortille dans la laisse, voilà, un petit tour. Et donc ce pic de glucose n'est pas le seul problème. Détrompez-vous. Le pic de glucose est suivi d'un creux qui lui-même va entraîner le pic suivant. Donc, vous comprenez déjà, rien qu'à dire ça, que le pire du pire, c'est évidemment de commencer votre journée avec quelque chose de sucré. Le fameux jus d'orange, pour démarrer la journée avant le petit déjeuner. Bon, vous savez déjà que le petit déjeuner, il faut quand même le remettre en question parce que l'idée de se nourrir copieusement pour se remettre d'une nuit de sommeil paraît pour le moins extravagant quand on y pense bien. Il faudrait quand même se nourrir quand on a fait quelque chose qui nécessite réparation, qui nécessite remplissage. Donc ce petit déjeuner, si en plus on le commence par un jus d'orange qui est une explosion de sucre puisque les fruits contiennent du sucre, l'orange contient évidemment du glucose et du fructose, pas d'une manière excessive, mais quand même, il y en a, de toute façon il n'en faut pas plus que quelques fractions de grammes pour créer tous ces problèmes que je viens de vous décrire. Donc, cette orange prise entière, fraîche, mangée à la main, va avoir un impact sur votre glycémie beaucoup moindre que si vous la pressez en jus, parce qu'évidemment, le jus, et voilà Goliath, évidemment, le jus va libérer le fructose des cellules et donc va vous générer un torrent de sucre que vous n'aurez pas de la même manière avec l'orange. Ceci dit, ne croyez surtout pas que l'orange mangée à la main est un bon début pour votre repas. Vous devez prendre tout ce qui est sucré à la fin des repas. Parce que, primo, je ne vais pas interdire le sucre. Ça n'a pas de sens. Il faut le modérer, on ne peut pas l'interdire, mais pour éviter qu'il soit
nocif et pour réparer surtout les dégâts des excès qu'on a pu commettre et la plupart des gens en commettent. C'est pour des gens, disons, d'âge mûr, voire plus, c'est un fléau quasi systématique. Il y a beaucoup trop d'hémoglobine glycosylée, voire trop d'insuline, mais surtout trop d'hémoglobine glycosylée, HbA1c, qui devrait rester inférieur à 5, votre décennie, votre décade d'âge, ok? Donc pour quelqu'un de 50 ans, on devrait être à 5,4. Et pour quelqu'un de 30 ans, à 5,2, etc. Et on plafonne à 5,6. On doit toujours être à 5,6 maximum, même quand on est très âgé. Et à 5,8, oui, je commence à vous découvrir des beaux paysages. On monte, et on va encore monter. Oui, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je vais monter, descendre. Surprise, surprise. 5,8, c'est le seuil pour le prédiabète. Okay? 6,5, c'est le diabète. C'est une méthode diagnostique. Donc, il n'y a pas besoin de faire des tests de 2 ou 3 heures en laboratoire avec une dose de charge de sucre. Parce que je vous avoue, j'aime pas beaucoup ça. Bon, c'est vraiment vous infliger quelque chose. Alors, c'est vrai qu'avec ces tests qu'on appelle d'hyperglycémie provoquée orale, HGPO, on apprend plus, il y a plus de renseignements qui viennent, mais pour moi, c'est un test de deuxième intention. Et bon, l'hémoglobine glycosylée vous en dit déjà beaucoup. Et quand je compare l'hémoglobine glycosylée à la glycémie à jeun, il y a beaucoup de choses à comprendre, je vais vous expliquer tout de suite. Et donc, cette hémoglobine glycosylée est un paramètre extrêmement important qu'il faudrait mesurer beaucoup plus systématiquement et ce n'est pas fait malheureusement en pratique. J'ai beaucoup de patients qui viennent avec des prises de sang, il n'y a pas l'HbA1c dedans. Et alors, si vous regardez de plus près, vous avez des gens qui ont une bonne glycémie à jeun, donc idéalement en dessous de 90, 90. Il y a différentes unités. Bon, voilà, vous convertirez les unités en France, ils utilisent souvent une autre unité. Mais voilà, il y a des tables de conversion. Et une insuline correcte. Moi, je suis très exigeant avec l'insuline. Je demande moins de 42. Il faut s'accrocher, mais c'est là qu'il faut être. Et plus ça monte au-dessus de 42, plus c'est problématique. Les normes labo pour l'insulinémie sont délirantes parce qu'il y a énormément de gens en résistance à l'insuline ou sur la voie de devenir résistant à l'insuline. Donc, les normes labo, vous imaginez 95-95% de la population incluse dans les normes labo. Quelle farce! Il y a probablement la moitié dans la zone supérieure qui sont malades ou qui sont en train de devenir malades. Donc, surtout pas se fier à ces normes labo pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, le cholestérol, les normes labo sont truquées. Là, il n'est pas question de 95-95% de la population. Pour le cholestérol, quand on vous dit maximum 200, c'est une norme optimisée. Pourquoi le fait-on pour le cholestérol et pour aucune des autres valeurs du même type, donc aucun des autres marqueurs métaboliques, et notamment pas les triglycérides non plus, qui sont une autre forme de graisse venant des sucres, faite à partir des sucres et des hydrates de carbone, donc des féculents. Tout ça n'est pas optimisé. Là où vous colle la courbe de Gauss avec 95% de patients dans la norme. Pour le cholestérol, c'est un peu différent. Tiens, pourquoi? Est-ce que ça a à voir avec les dizaines de milliards de business pour les médicaments hypocholestérolémiants et en particulier les statines? Je n'irai pas jusqu'à soupçonner une telle manœuvre. De toute façon, je ne suis pas contre les normes optimisées du cholestérol. Bon,
On a déjà parlé du cholestérol plus en détail, ça dépend un peu de votre génotype ApoE aussi. Hein, et donc pour des ApoE4, c'est quand même à prendre au sérieux dans le cadre de la prévention cardiovasculaire et de la prévention de la neurodégénération. Mais pour les autres marqueurs métaboliques, pourquoi est-ce qu'on ne référence pas des normes optimisées plutôt qu'à d'indiquer dans la marge en face du résultat des normes de maladie? Toute la partie supérieure des normes, c'est de la maladie. Il faudra m'expliquer. Okay. Mais donc moi je corrige toujours ça à la main, je mets en parenthèse, je ne barre pas, je respecte, bon voilà, c'est les conventions, mais je mets un petit 42 à côté. Et je mets le chiffre, je ne veux même pas savoir, qui est ridiculement haut, entre parenthèses, et à côté j'écris 42. Voilà. Et donc mes patients, je leur demande d'être en dessous de 42. Et bon, c'est pas en commençant leur journée avec un jus d'orange frais. Ah oui, mais docteur, c'est fait maison. Hein. Oui, encore bien, parce que évidemment, si vous achetez votre jus d'orange préfabriqué, bourré de fructose qui permet de le conserver pendant 3 mois dans le Tetra Pak, bon, alors là, vous êtes encore plus mal embarqué dans votre journée. Parce que si vous commencez votre journée avec un pic de sucre, quelle que soit son origine, toutes ces céréales infâmes de petit déjeuner, où je dis toujours, je répète, je vous l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, la meilleure chose à consommer dans une boîte de céréales, et je le dis aussi aux enfants, je le dis devant eux, quand ils sont en âge de comprendre, c'est le carton. Il faut manger le carton. Si on a vraiment envie de mâcher quelque chose, mâchez le carton, ne touchez pas à ce qu'il y a dans la boîte. Okay. Bon. Non, mais il faut des images. Cette histoire de céréales, c'est une vaste escroquerie. Monsieur Kellogg, docteur Kellogg, bravo, nous faire croire qu'il faut un petit déjeuner industrialisé pour commencer la journée. Bon, déjà, il ne faut pas le petit déjeuner. Alors, industrialisé, merci. Et puis alors, avec ces saloperies-là qui sont très souvent resucrées, alors les enfants aiment bien, évidemment. Et alors, les parents disent, oui, mais grâce à ça, il prend un petit déjeuner. Bon, c'est vrai que les enfants, moi, je veux qu'ils prennent un petit déjeuner pour aller à l'école, etc. On n'est pas dans le jeûne intermittent pour les gosses. Mais voilà, si on leur donne ces trucs-là, ils vont aimer ça et puis il n'y aura plus moyen de faire marche arrière. Donc il faut les éduquer autrement, ça fait partie de l'éducation. Et voilà, ça c'est le boulot des parents et c'est pas facile. Je reconnais, mais voilà, il faut expliquer, il faut dire oui, mais les autres ils font ça, mais c'est pas bon. Nous, on veut pas que tu fasses ça parce que on veut que tu sois bien et que tu sois bien aussi plus tard. Enfin, bon. Revenons donc à ce pic de sucre initial. Quand on commence la journée comme ça, on enchaîne des pics de sucre parce qu'on a ses hauts et ses bas. Le pic de glycémie entraîne un pic d'insuline. Donc cette insuline va appeler le prochain pic. Et c'est ce qu'on voit en pratique avec les gens qui prennent des petits déjeuners soit trop sucrés, soit qui ont mal commencé avec des choses sucrées ou hydrates de carbone non protégés. Alors quand je dis hydrates de carbone non protégés, donc ce sont des féculents, peu importe lesquels, mais sans protéines prises juste avant pour se prémunir. Donc, si on revenait à cette orange là dont on a parlé, bon voilà, vous voulez manger, c'est la saison, nous sommes en décembre, vous voulez manger une orange, je vous la fais manger en dessert, je ne veux pas entendre parler de toute cette fumisterie, ah oui mais docteur ça va fermenter, etc. Oui, si vous mangez 2 pommes comme dessert, 28 grammes, 27 grammes de fructose, ça va fermenter. Mais vous allez manger une orange, je sais pas moi, peut-être 4-5 grammes de fructose, voire 6 éventuellement. Ça va pas fermenter dans vos
Hein, bon, donc, parce que les fruits avant ou les fruits pendant les repas, les fruits avant ou les fruits entre les repas, ok, on peut faire ça. On a 20 à 30 ans, on fait du triathlon, ok, on s'entraîne 12 fois par semaine, ou alors, je sais pas, on travaille dans les champs, dans la ferme, on n'arrête pas, on est travailleur manuel, on est mineur, on va chercher le charbon à 300 mètres sous le sol. Bon, alors, écoutez, les pauvres, je vois mal manger une orange dans la mine, mais bref, quand on se dépense comme ça et qu'on est jeune, on n'a pas ce problème-là. Mais comme je suis parti ici sur des gens plutôt d'âge mûr qui commencent à se préoccuper de ne pas attraper des maladies dégénératives, etc. en vieillissant, eh bien là, il n'est pas question de se bouffer des trucs sucrés ou à base de féculents entre les repas. Et l'orange, elle va aller en dessert. Je ne veux pas entendre parler de fruits à 4 heures comme snack. Parce que ce soit du fruit ou du bon chocolat, hein, le bon chocolat est un parfait dessert. Le fruit peut faire un dessert sans exagérer, parce qu'alors sinon, là, effectivement, on retombe peut-être dans des problèmes de fermentation, si on veut. Bon, pas des masses convaincus de cette affaire-là, mais bon, voilà, tout le monde dit ça, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a une exagération ou des fruits trop sucrés. Hein. Je vous renvoie vers mon site internet pour télécharger la liste fructose et vous verrez quels sont les fruits trop sucrés. Je vous répète ça souvent, mais vous savez, les gens me reviennent les gens reviennent vers moi plus exactement avec disant qu'ils ont fait un progrès extraordinaire, ils ont remplacé leur croissant de 16 heures par une pomme. Alors là, je peux vous dire, ils sont mal accueillis. Et ou alors par du chocolat noir, et ils pensent que, je leur ai dit, le chocolat noir, les antioxydants, c'est bien. Et alors ils le prennent à 4 heures. Bon, mais ça va pas. Vous voyez, à 4 heures, si vous voulez un snack, ce ne sera pas un truc sucré ou un truc avec des hydrates de carbone dominants. Ce sera des noix, ce sera du houmous, hein. Ce sera un bol de soupe aux lentilles, ce sera un petit reste de repas que vous finissez parce que vous avez une petite faim. Bon, je ne suis pas contre tout snack, surtout quand on s'en tient à 2 repas par jour dans le cadre d'un jeûne intermittent. Mais je vais vous citer un cas réel vécu hier. Donc voilà, c'est l'actualité prise sur le vif. Et donc j'ai un patient que je vois hier qui a fait d'énormes progrès, qui a vraiment fait ce que je lui ai demandé. Je vois des améliorations énormes sur la prise de sang en 6 mois. Je vois de l'inflammation qui s'est complètement résorbée. Et alors le patient me dit, docteur Mouton, je suis infiniment mieux. Bon, mais alors j'étudie les résultats d'un peu plus près. Ce sont ces résultats que je partageais hier avec lui. Bon, on va l'appeler... Bon, j'ai changé son nom, évidemment. On va l'appeler Didier, ok. Et donc, je partage les résultats avec Didier et je dis, oh, très bien, glycémie à jeun, impeccable, basse, insuline, oh, magnifique, divisé par 2, largement en dessous de 42, je ne sais plus trop, 26, quelque chose comme ça. Super, triglycérides, parfait. Donc, avec ces 3 résultats-là, ça veut clairement dire que l'ingestion de sucre est très raisonnable. Bon, j'ai bien fait de mettre ma bonnette anti-vent, parce que là en bas il n'y avait pas de vent, mais alors là ici sur la crête, le fait est que il y en a. J'espère que vous m'entendrez quand même bien, grâce à la bonnette. Et je vais me tourner un peu parce que là, cette prise de sang, donc s'annonce très bien. Et puis je tombe sur l'hémoglobine glycosylée. Et là, horreur, c'est un homme de 50 et des ans. Il était à 5,6. Normalement, il aurait dû progresser. Et je le retrouve à 5,6.
Je dis c'est trop, il faut être à 5,4. Je comprends pas. Il y a peu de sucre, ça j'en ai la preuve par les autres paramètres, mais il y a beaucoup d'hémoglobine glycosylée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on commence à tout passer en revue. Et bon, là, questionnaire alimentaire à l'appui, on révise tout. Il a fortement diminué les fruits. C'est quelqu'un qui mangeait énormément de fruits. Il se suicidait lentement en mangeant des fruits, croyant bien faire. C'était un cataclysme intestinal et avec des paramètres métaboliques évidemment mauvais, mais surtout au niveau intestinal, c'était une tragédie. Parce que c'est un E3, donc c'est quelqu'un qui doit être high fat, low carb, diète riche en graisse, pauvre en hydrates de carbone. Évidemment, comme il mangeait des fruits en quantité colossale, ben là on n'est pas high fat, low carb. Bon. Et donc on passe tout en revue, pas d'erreur. Je dis, écoutez Didier, enfin nom d'emprunt, Didier, il y a quelque chose quand même qui n'est pas logique. Il doit y avoir une fluctuation de votre glycémie, ça doit venir de quelque chose que vous prenez entre les repas. Bon, il a fallu qu'il cherche, parce que moi ça m'aurait paru évident, mais bon, pour lui ça n'était pas, parce qu'il pensait que c'était très très correct. Eh bien il mangeait, pas beaucoup, puisqu'il ne mange pas beaucoup de sucre, je vous le dis, je vous le confirme. Il mangeait à 16 heures avec une tasse de café ou quelque chose comme ça à 16 heures, mangeait un peu de chocolat. Et donc, ça c'est une erreur majeure. Je suis absolument certain, je l'ai vu 1000 fois, qu'en renvoyant le chocolat et en prenant le double de chocolat de ce qu'il prend, après le repas de midi ou le repas du soir, voire les deux, j'ai pas de problème moi pour le chocolat aux deux repas en dessert. Je le verrai pas. Je le verrai pas. Il n'y a pas besoin de vous confesser au prochain rendez-vous. Je ne le vois pas. Parce que c'est du dessert. Mais une toute petite quantité de chocolat, et Goliath ne meurt pas pour un tour, une toute petite quantité de chocolat à 16 heures, ben je la vois. Je la vois parce que ça déstabilise la glycémie. Donc, quand on compare l'hémoglobine glycosylée et les autres marqueurs métaboliques du sucre, glucose, insuline, surtout insuline, et triglycérides, on peut dire, ben voilà, ça c'est quelqu'un qui ne mange pas trop de sucre, mais il y a quand même toujours une erreur, qui est une erreur de timing. Et les erreurs de timing, excusez-moi pour ce franglais, mais bon, on gagne du temps avec ça, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et je n'ai pas plus que peu de minutes. Et donc ce timing est souvent le problème, parce que les gens comprennent qu'ils doivent manger moins de sucre, ils le font, mais ils continuent à faire des erreurs de timing. Et beaucoup de perturbations du métabolisme glucidique, donc des sucres, viennent d'erreurs de timing. C'est le sucre qui n'est pas spécialement en excès, mais qui est mangé au mauvais moment. Et ce sont de très mauvaises habitudes. Et apparemment, le corps médical, la plupart de mes collègues, sauf ceux que je forme, n'ont pas l'air de s'intéresser au timing. Voilà, on n'en parle pas, on regarde ce qu'on mange, on ne réfléchit pas quand, quoi, comment. Un repas, vous ne commencez pas par mâcher les premières bouchées de votre féculent. Si vous avez, mettons, du cabillaud, des épinards et un peu de pommes de terre, mais vous n'allez pas manger la pomme de terre d'abord. Vous mangez votre cabillaud. Pardon, vous mangez votre cabillaud d'abord. Et pas tout, Mangez 3 bouchées de cabillaud d'abord, et puis alors vous mangez les pommes de terre, les épinards, et puis le cabillaud, et puis vous finissez votre plat. Vous ne commencez pas par la pomme de terre. Vous le faites, je le verrai. Je vous garantis bien, je le verrai. Pareil, vous prenez un verre de vin rouge. Je n'ai pas un problème avec ça. Vous allez prendre une gorgée avant pour le goûter, pour voir s'il est à température, gna parce que vous êtes impatient pour vous occuper pendant que le repas se prépare dans sa phase finale. Bardaf, pic de sucre, pic d'insuline, etc., etc. Quoi que vous mangiez de bien après, ne rattrapera pas l'affaire. C'est mal parti, c'est raté. Donc,
apéritif, non, le verre de vin, quand vous avez mangé vos 2-3 bouchées de cabillaud ou de poulet ou de quoi que vous mangiez de bien. Vous enchaînez, de toute façon, des protéines végétales, du tofu, des lentilles. Bon, vous mangez d'abord ces protéines-là, et puis vous prenez votre verre de vin, vous commencez votre verre de vin un tout petit peu décalé. Donc, très important le timing, ok ? Alors, je pense que le sujet du sucre est crucial. Je crois que c'est bien de vous le faire ici au moment des fêtes. Et donc, je vous referai la prochaine capsule, donc hors série, sur le sucre. Et je vous parlerai alors de la gestion globale du sucre. La philosophie d'ensemble du sucre, parce que là aussi, il y a des dogmes, il y a des erreurs systématiques que je vois les gens font, que les médecins laissent faire. Et il va falloir absolument corriger tout ça. Okay ? Donc, on remettra ça sur le tapis pour la prochaine capsule. Ici, bon, voilà, je suis en train de clôturer. Alors, je vous montre un peu derrière moi. Vous voyez, vous avez les champs, les bois, les collines. C'est vraiment très agréable, hein, très bel endroit. Et alors, je vais sortir mon téléphone du stabilisateur. Alors, bon, je vais essayer de ne pas créer de catastrophe pour vous montrer un peu Goliath. Voilà, parce qu'il ne faut pas que j'arrache ma bonnette. Et alors, voilà le Goliath. Voilà, ça c'est du Goliath. Hein, du Goliath pur et dur, en grande forme. Dieu sait combien de temps je vais encore devoir le promener maintenant que nous en avons terminé. Donc la capsule se termine, mais la promenade de Goliath commence. Alors, Goliath, est-ce que tu nous dis un petit au revoir là pour cette capsule sucre? Goliath. Oh oui, mais il dit des au revoir. J'espère que c'est bien cadré. Bon voilà, on fait ce qu'on peut. Merci les amis, merci pour votre fidélité. Vendredi 19h30, les live chats, venez plus nombreux, ça commence à se peupler, c'est sympa, on s'amuse. Je vous attends à partir du vendredi 8 janvier, vendredi 8 janvier 19h30. À la prochaine, bye bye, merci.